Vous m'entendez? Ouais, tiens, ouais. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur cette session. Dernière session de la journée, en général, on perd un petit peu de monde au passage. Donc, on a 20 minutes. Je voulais vous parler de l'approche Shift Left, sur comment sécuriser finalement les workflows DevOps, DevSecOps. Je me présente rapidement. Donc, Stéphane Montry, je travaille chez Docker en tant qu'ingénieur en vente. Et puis j'ai également la chance de faire partie des ambassadeurs de la Continuous Delivery Foundation. Je ne sais pas si vous connaissez cette fondation, qui est plutôt sur la partie livraison continue. Depuis maintenant 3 ans, c'est ma 4e année. Ouais. Rapidement, parce que le but c'est pas forcément de faire de la promo de Docker, mais aussi pour faire peut-être un petit refresh sur ce qui est Docker, parce qu'on connaît Docker sur le sujet de containerisation, qui a permis finalement l'avènement du conteneur. Aujourd'hui, il y a 3 axes importants chez Docker, parce qu'il y a un portfolio qui évolue très très rapidement en ce moment. Le premier qui est vraiment sur la productivité du développeur. Donc, on a vraiment un focus côté développeur, mais aussi y apporter de la sécurité. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est quelles sont les bonnes pratiques en termes de sécurisation au niveau des workflows. Et on a également beaucoup d'initiatives autour de l'IA et des agents, avec notamment un catalogue MCP, la connexion d'outils, et puis un framework pour développer vos propres agents à partir d'un environnement Docker. Alors, je voulais partir de ce postulat. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de schéma où finalement, comment est-ce qu'on va créer des applications qu'on appelle cloud native. Cloud native, parce qu'il y a du cloud, parce qu'il y a du conteneur, parce qu'il y a ces nouvelles technologies en place. 3 grandes phases, finalement, c'est ma source, mon code source, qui peut être du code custom, de l'open source, mais également de la phrase code, différents environnements sur lesquels qui vont être support pour déployer les applications. Et puis tout à droite, les différents modules applicatifs qu'on souhaite déployer. Ce qu'on voit rapidement, c'est que quand on regarde le côté code source, c'est là qu'on va retrouver très souvent beaucoup de vulnérabilités. Et bien sûr, on va orienter en fait toute la présentation autour du monde du conteneur, donc notamment les images de conteneurs. Avec un premier chiffre qui est assez frappant, c'est que 91% des images aujourd'hui sont livrées avec au moins une vulnérabilité critique ou haute en termes de sévérité, ce qui est énorme. D'ailleurs, on a souvent tapé sur le hub Docker en disant c'est pas beau ce qu'il y a dans le hub, les images elles sont pas belles, elles sont vérolées, il y a des vulnérabilités, etc. Donc ça, effectivement, c'est un constat, que les images sont livrées avec des vulnérabilités. Et ces images vont équiper tout un paquet d'applications cloud native qu'on retrouve finalement derrière en production. Et très souvent dans des environnements très très hétérogènes, puisque aujourd'hui on sait aussi dire que 98% des entreprises sont multi-cloud. Donc finalement c'est ces environnements très mouvants avec différents technos, différents supports en termes d'infrastructure qui sont utilisés. Donc ça c'est le premier constat, c'est effectivement sur cette conception d'applications cloud native avec beaucoup d'applications, des environnements très très hétérogènes et beaucoup de vulnérabilités qu'on va retrouver dans ces images de conteneurs. Pourquoi on en arrive à ça? Parce que si on regarde un petit peu dans l'échelle du temps, sur l'utilisation notamment de l'open source, avec une grosse évolution du nombre de downloads de ces packages open source. Donc finalement, un développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser des packages open source qui sont téléchargés, qui sont utilisés pour créer son application. Et en même temps, on voit effectivement cette explosion du nombre de CVE, de vulnérabilités qui sont présentes dans ces packages open source, qui constituent les images de conteneurs. Et donc, on apporte en fait ce nombre de vulnérabilités en plus qui fait grandir ce qu'on appelle la surface d'attaque. Quand on est sur des applications type cloud native, on apporte aussi d'autres risques de sécurité qu'on n'avait pas avant. Et donc il faut aussi réfléchir à gérer la sécurité des applications de manière différente. Encore quelques chiffres avant de vous montrer un petit peu les solutions qu'on peut mettre en place. Si on regarde notamment le nombre de CVE qui ont été publiés l'an dernier,
On est à plus de 40 000. C'est 39% de plus que l'année précédente. C'est-à-dire qu'en fait, les vulnérabilités, tous les jours, de nouvelles vulnérabilités vont apparaître. Et bien sûr, il faut pouvoir les corriger. C'est là où ça va devenir un petit peu compliqué. Et pourquoi c'est important de traiter ces vulnérabilités? Parce qu'elles sont très très rapidement exploitées. Il y a plus de 28% des vulnérabilités qui vont être exploitées en moins de 24 heures. Alors, il y a d'autres chiffres aussi. J'avais notamment, avant d'arriver chez Docker, je travaillais chez Palo Alto Networks. Et on avait aussi des études qui montraient que à partir du moment où une CVE était annoncée, souvent en un quart d'heure, elle était déjà exploitée quelque part. Donc ça va extrêmement vite. Et donc il faut aussi pouvoir avoir les moyens de combattre cette influence de CVE, de vulnérabilité, et pouvoir y apporter des remédiations. Et puis tout à droite, le dernier chiffre, c'est le coût moyen d'une fuite de données. Alors, toutes ces informations sont issues de sources d'études qui ont été réalisées. Ce coût moyen, c'est alors IBM qui fait chaque année une étude sur le coût moyen d'une fuite de données, qui publie cette information annuellement. Donc c'est 4,88 millions de dollars d'une fuite de part de données. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc du coup, forcément, on se rend compte que on ne peut pas rester sans rien faire. Donc il faut, à un moment donné, mettre des choses en place pour cela. Un exemple assez parlant, qui est assez récent, vous avez peut-être dû entendre parler, donc c'est les packages NPM qui ont été compromis. Plus de 180 packages. Et sur ces packages NPM, en fait, on totalise 2 milliards de downloads par mois. Donc vous imaginez en fait l'impact que ça peut avoir. Et donc, il est important de pouvoir découvrir cette information-là et pouvoir y apporter des solutions en termes de remédiation. C'est comment est-ce que je vais pouvoir corriger ça de manière rapide. Et puis surtout, intégrer ça finalement dans mon workflow DevOps. Puisque de plus en plus, on automatise un maximum. Et donc l'idée, ce qu'apporte le DevOps, c'est de pouvoir avoir des feedbacks réguliers et rapides déjà en amont. C'est comment est-ce que je peux m'assurer finalement que je vais avoir de moins de CVE possible dans mes environnements. Avoir moins de CVE, c'est une chose, mais c'est aussi comprendre quel peut être l'impact de cette CVE. Et pour ça, on a effectivement des informations qui remontent d'outils d'analyse de sécurité sur les vulnérabilités pour aussi pouvoir calculer ou comprendre en tout cas l'impact d'une vulnérabilité dans son environnement. Si on peut avoir des vulnérabilités présentes sans qu'elles aient vraiment un impact, sans qu'elles soient exploitables dans l'environnement. Donc ça, c'est des informations qu'on va pouvoir remonter avec des outils d'analyse. Donc vous l'aurez compris, quand on va déployer une application containerisée, la sécurité, il faut la démarrer avec l'image de base qu'on va utiliser et l'ensemble des dépendances qui vont être utilisées dans cette application. Quand on parle d'image de base, si tout le monde est familier avec l'environnement Docker, pour construire une image de conteneur, c'est ce qu'on appelle un Dockerfile, qui est finalement le descriptif de comment l'image va être construite, qu'est-ce qu'on englobe dans l'image, et on part d'une image de base. Et très souvent, ces images de base, elles sont déjà bien remplies de vulnérabilités. Et donc l'idée, pour pouvoir travailler en amont sur cette partie-là, c'est justement de pouvoir améliorer la qualité de ces images. Pourquoi c'est important pour les organisations? Parce que premièrement, on a besoin de pouvoir fournir une intégrité applicative, c'est-à-dire de pouvoir en fait avoir des applications dont on sait qu'elles vont être exemptes ou en tout cas avec un minimum de vulnérabilité. Et puis cette surface d'attaque dont on parlait, qui est livrée, qui est apportée à la fois parce qu'on a cette technologie de conteneur et ces différents layers dans ces images qui apportent cette surface d'attaque, mais aussi par rapport à l'infrastructure et comment on a architecturé nos systèmes qui vont aussi nécessiter de traiter cette sécurité de manière différente. Et puis bien sûr, de tout ça découle une surcharge opérationnelle, parce que ça fait des choses en plus à traiter au niveau de ces aspects de sécurité. Et pourquoi c'est important de travailler ça en amont? On se rend compte que finalement, je crée mes images, je déploie mes applications dans mes environnements. Et si à ce moment-là qu'on commence à regarder la sécurité, c'est déjà trop tard. Parce qu'en fait, on a déjà
déployer les choses qui sont vulnérables. Et c'est là, c'est compliqué, quand l'application est en prod, d'aller corriger tout ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler ces aspects-là en amont, au plus rapidement, au niveau de la chaîne de livraison. Et parce que le point suivant qui est important justement sur cette analyse de vulnérabilité et ces images qu'on va pouvoir livrer, c'est que quand on regarde des environnements, des applications qui sont déployées et qu'on branche un scanner de vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe? J'ai des dizaines, des centaines, voire des milliers de vulnérabilités qui vont remonter. Quel que soit le scanner qu'on va utiliser, ça fait un peu sapin de Noël, ça bip de partout, avec tout plein de vulnérabilités. Donc les équipes sont très très vite noyées par le nombre de vulnérabilités. Et puis, c'est aussi de pouvoir prioriser ces vulnérabilités, savoir laquelle je vais traiter en premier. Et donc on revient un peu à cette contextualisation de la vulnérabilité par rapport à l'environnement. Ce qui fait que les équipes d'ingénierie sont très vite sur un point de rupture, parce que d'un côté, on a besoin d'innover, de développer des nouvelles fonctionnalités, d'améliorer un go-to-market, et en même temps, il faut pouvoir traiter cette partie sécurité. Et on se rend très vite compte aussi que c'est très 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 compliqué de respecter également des SLA de remédiation. C'est-à-dire que quand j'ai des vulnérabilités qui vont être trouvées, le temps que je vais mettre pour corriger ça va être plus important. D'autant plus quand on ne les détecte que au moment où mon application est en production. Je regarde le temps. Donc c'est quoi la bonne approche? Et c'est ce qu'on est en train de faire chez Docker, c'est de pouvoir livrer des images qui vont être sécurisées à la base. Et cette approche, c'est de dire, je vais livrer des images qui vont être extrêmement minimales en termes de taille, parce qu'on va du coup réduire le nombre de packages et de facto réduire cette surface d'attaque, en englobant des éléments de sécurité qui vont être importants. Donc pouvoir apporter ce qu'on appelle le SBOM, pour Software Bill of Material, donc c'est comprendre finalement ce que j'ai dans mon image, avec toutes les attestations de sécurité nécessaires. Donc le SBOM en fait partie. Un autre élément qu'on appelle le VEX, je ne sais pas si vous connaissez cet élément-là, qui va justement permettre de comprendre quel peut être l'impact de ma vulnérabilité dans le contexte de mon application. Savoir si finalement la vulnérabilité que j'ai trouvée, est-ce qu'elle peut être exploitée dans mon contexte ou pas. Et puis bien sûr, après toutes les bonnes pratiques, notamment en termes de conteneurs, c'est de ne pas utiliser d'utilisateur root, sécuriser les configurations, pas de secret, etc. Et ces deux éléments qui vont être aussi très très importants, c'est d'avoir finalement un minimum de composants applicatifs et un minimum de composants système. De garder finalement que ce dont j'ai besoin pour que l'application puisse s'exécuter. Par exemple, quand on construit une image, très souvent, on a l'ensemble des dépendances, les package managers, etc., qui sont présents dans le dossier à partir duquel on va faire le build de l'image. Et tout ça, ça va être embarqué dans l'image. Le premier point, c'est que ça prend de la place. Deuxième point, c'est que ça agrandit la surface d'attaque. On l'a vu avec les packages NPM tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que je vais pouvoir réduire toute cette partie-là. Donc, cette construction d'image qui va être ce qu'on appelle hardenée. Et là, vous avez un exemple d'avant-après, où une image qui a été scannée sans cette notion de sécurisation, où j'ai 141 CVE qui ont été détectés, et je passe, une fois l'image hardenée, à 0 CVE. De la même manière, sur le nombre de packages, on passe de 748 à 12 packages. Donc, au-delà, en plus de la réduction de cette surface d'attaque, on réduit la taille, et du coup, c'est une image qui va être aussi beaucoup plus facilement exploitable, notamment dans mes différents pipelines CI/CD que je vais utiliser. Donc ça, c'est un premier point. C'est effectivement réduire mon image, réduire la surface d'attaque, supprimer les différentes CVE à l'intérieur, mais pas que. Il y a cette notion de gestion de CVE, mais aussi, quand on a besoin d'avoir des images qui doivent être sécurisées et ordonnées de cette manière-là, c'est aussi apporter la capacité de la configurer avec flexibilité, de fournir un SLA.
Donc, notamment sur le catalogue qu'on fournit chez Docker, c'est qu'on fournit aussi un SLA de remédiation. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouvelles CVE qui sont annoncées, ben, on garantit que dans les 7 jours, il y a une nouvelle version de l'image qui va être livrée. Donc tout ce travail, en fait, n'est pas à faire par vos équipes. C'est fourni directement dans le catalogue. Avec, encore une fois, ben, toutes les attestations de sécurité et puis un score de sécurité de l'image pour s'assurer que cette image elle puisse être utilisée de manière sécurisée dans les applications. Et aussi simplifier l'intégration. L'intégration dans les pipelines, l'intégration avec d'autres outils, parce que ben, dans les écosystèmes, il y a différents scanners, il y a différentes plateformes de conteneurs, etc. Donc c'est comment on s'intègre le plus simplement avec l'écosystème existant. Et puis de pouvoir très facilement migrer finalement l'image de base qu'on utiliserait vers cette image hardenée. Donc ce qu'on vous voyez ici, c'est DHI pour Docker Hardened Images. Donc simplement, de manière assez schématique, après bien sûr il faut regarder au cas par cas, mais c'est remplacer dans le statement from du Dockerfile là l'image de base que je vais utiliser. Et donc partir d'une image qui va être déjà libérée de toute CVE. Mais aussi pouvoir personnaliser cette image-là et se dire comment je pars de mon image complètement minimaliste, mais par contre, je vais peut-être quand même avoir besoin de tel ou tel package dans cette image-là, parce que j'ai des spécificités. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une organisation en France. Ils disaient, ouais, ok, c'est super, par contre, moi j'ai besoin de la CLI AWS dans mon image, parce qu'à un moment donné, mon application va faire appel à un secret manager qui est sur AWS pour récupérer un certificat. Mais aussi pouvoir personnaliser l'image en termes de certificats, de scripts, d'outils qu'on souhaite intégrer au niveau de cette image pour vraiment la personnaliser par rapport à votre environnement. Et là, c'est vraiment intéressant parce que à la fois, je pars d'une image de base qui est vraiment sécurisée, et bien je l'adapte complètement à mon environnement. Donc tout ce travail de se dire, j'ai 200, 300 CVE dans mon image, il est fait en amont, et puis surtout, il est maintenu dans le temps. Ça, c'est important aussi, parce que les CVE, on en a qui sont annoncés tous les jours, et donc il faut pouvoir continuer à avoir cette vision sécurisée. Autre exemple de configuration, c'est sur les paramètres de l'image en tant que telle, les variables d'environnement qu'on va pouvoir configurer. Et donc en résumé, si on arrive à la fin des 20 minutes, 4 points importants à garder en tête, c'est tout ce travail qui est fait au niveau d'engineering côté Docker, ça permet aux entreprises de gagner du temps pour leur propre équipe d'engineering. Donc tout ce travail de nettoyage, de travail sur les vulnérabilités n'est plus à faire côté client, avec bien sûr des gains financiers, puisqu'on va pouvoir livrer plus rapidement des applications qui vont être sécurisées. Et puis, ça va surtout aider sur ces 2 points-là en termes de sécurité. C'est réduire le MTTR, Mean Time to Resolve, pour pouvoir corriger plus facilement. Et en plus, c'est relivrer directement dans le catalogue d'images hardenées. Et puis, bien sûr, de facto, prévenir sur les éventuels risques ou incidents de sécurité qui pourraient se produire au niveau de ces applications parce qu'elles seraient vulnérables. Voilà, on est arrivé au bout des 20 minutes. J'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé. Je suis encore là si vous voulez échanger un petit peu par la suite. Merci de votre attention.